Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour découvrir ça, l'Apt XGT qui est sûrement la quintessence, le bouquet final de ce qu'aura été l'Audi R8 V10. Mais avant que je te la présente avec un invité très spécial, je te propose qu'on retrace ensemble la belle histoire qu'aura été la R8 V10 depuis ses débuts jusqu'à cette Apt XGT qui est sûrement la plus dingue de toutes. Allez, c'est parti, je pense qu'on va passer un très bon moment. Allez, on commence cet historique des R8 V10 avec la première d'entre elles. Bon, pour faire un rapide passage sur la globalité de la R8, c'est une voiture qui sort en 2006 en version V8. La première R8 est une V8, d'ailleurs je te l'avais essayé sur ma chaîne. Et c'est seulement un an plus tard, en 2007, que la version V10 va sortir. Et celle que j'ai à côté de moi, c'est une version encore plus spécifique. C'est la V10 Plus qu'on reconnaît à l'arrière avec les deux canules d'échappement qui sont rondes et qui ne sont pas ovales. Celle-ci, c'est 2009, donc encore un an plus tard. Franchement, je trouve qu'elle n'a pas vieilli. Elle est toujours aussi belle. Alors c'était déjà un V10 5 litres 2 en position centrale arrière, atmosphérique, qui faisait 525 chevaux si ma mémoire est bonne. Non, sur la version Plus, il me semble que c'était 560. C'était un petit peu plus puissant. C'est une voiture que je trouve toujours aussi belle, qui a toujours autant de gueule, la voiture d'Iron Man clairement, et qui introduit des codes qui sont globalement restés sur toutes les générations de la R8. On a ici le fameux Sideblade qui là est en carbone, qui est très joli, le logo qui est au-dessus du capot qui était déjà présent sur la V8, avec également l'aileron qu'on retrouve sur toutes les versions Plus sur la R8. Et ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse un bond dans le temps, qu'on se retrouve en 2015 et qu'on passe sur la seconde R8 qui est à côté et qui est une version très spécifique. Alors on passe maintenant en 2015 à côté de la deuxième génération de la R8 V10. Sur la deuxième génération, tu vois vraiment les changements. Elle a clairement été modernisée et celle-ci, c'est une version spécifique puisque ce n'est pas une Audi R8 Quattro. Toutes les R8 depuis le début de la production avaient été Quattro, c'était un petit peu la marque de fabrique de chez Audi. Et ici, on est sur une R8 RWS, ce qui signifie que cette voiture n'est pas un Quattro, mais une propulsion. Elle est un petit peu moins puissante de ce fait, 540 chevaux de mémoire. En dehors de ça, le V10 reste le même, c'est le V10 5 litres 2 atmosphérique qui a simplement été dégonflé. Elle n'a pas d'aileron et elle a surtout ces petits liserés rouges tout autour de la voiture qui vont montrer que c'est une version spécifique. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on refasse un bond de quelques années pour passer sur la phase 2 de la deuxième génération de la R8 qui malheureusement sera la dernière et tu vas le voir, il y a encore eu quelques changements. Allez, on vient de refaire un bond dans le temps de 2015 à 2019 pour passer sur la dernière phase de la R8 V10. Celle-ci est une R8 V10 Plus, donc tu l'auras compris, c'est une version un peu plus puissante. C'est une version de 620 chevaux sur la deuxième phase, contrairement au Plus de la première phase qui était des 610. Est-ce que tu as suivi? C'est toujours le V10 5 litres 2 atmosphérique. De toute façon, ce moteur est resté de la première V10 jusqu'à la dernière et même jusqu'à l'Apt XGT que je vais te présenter dans quelques instants. Déjà, pour parler rapidement du design de cette R8, on va avoir quelques modifications au niveau du bouclier, des modifications au niveau de l'arrière, mais globalement, ça reste la même voiture que la phase 1, simplement c'est un restylage. C'est également une voiture que je t'ai présentée en essai sur ma chaîne en version cabriolet, mais tu vas le voir, même si globalement elles ont le même moteur et elles ont des caractéristiques techniques relativement proches, elle est très différente de l'Apt XGT sur laquelle on va passer maintenant, puisque si cette R8 est une vraie supercar de route, l'Apt XGT, tu vas le voir, c'est une pure pistarde. Bon, on arrive au moment que tu attendais depuis le départ de cette vidéo. Maintenant, on va parler de cette Apt XGT qui est à côté de moi et je te l'avais promis, je ne vais pas te la présenter seul. Si tu veux, Aymeric, tu peux me rejoindre. Aymeric, je te laisse te présenter rapidement. Déjà, c'est toi qui as ramené cette voiture ici avec Scala. Bonjour à tous, Aymeric Charlot, importateur Apt France. Donc effectivement, c'est un projet commun avec le groupe Scala. On remerciera grandement Audi Perpignan pour cette initiative. Nous avons ramené cette fabuleuse Apt XGT, donc la seule R8 LMS qui est immatriculée et immatriculable en France, en Europe, dans le monde, sur la route. C'est une voiture qui est plus proche de la R8 de circuit, de course, que de la R8 dernière génération qu'on vient de voir en réalité. Donc tu prends la R8 LMS GT2, la vraie pistarde, et tu as cette déclinaison-là. Tu ne pars pas de la R8 classique qu'on connaît, la V10, la performance, non. Tu pars vraiment de la version circuit et tu as, moyennant quelques
quelques petites modifications, la version dite Apt XGT, donc une version homologuée pour la route. D'accord. Justement, qu'est-ce qui change déjà à la base sur la version de circuit par rapport à la version de route, même s'il y a déjà des évidences qui sautent aux yeux? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez pu faire justement pour réussir à homologuer une voiture de course sur la route? Extérieurement, tu as une R8 LMS GT2. Tu ne vois pas de différence. Les distinctions vont se faire plus techniquement par rapport à différentes homologations entre la FIA, qui est une homologation course. Tu vas comparer ça à l'homologation route et donc avoir des spécificités qui sont totalement différentes. Tu as notamment un filtre à particules sur ce type de véhicule que tu n'as pas sur la version dite de course. Tu as l'homologation du réservoir à carburant qui n'est pas la même entre la version course avec des spécificités bien particulières et la version route qui a d'autres spécificités, donc le réservoir est différent. On a une suspension également qui est différente, qui est relevée de 10 mm pour augmenter un petit peu plus le confort. Et on a un système de lift qui permet de passer notamment les dodanes franco-français, hein, une belle trouvaille française. Ensuite, tu vas avoir toute la partie display, donc toute la partie gestion interne électronique intérieure. Tu vas aller jusqu'à trouver une caméra de recul sur ce type de véhicule. On a poussé un petit peu le souci du détail, mais dans la commodité pour rendre ce véhicule le plus pratique pour un usage quotidien, même si ça reste avant tout une voiture de piste. Évidemment. Et du coup, derrière le volant, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on est vraiment sur le caractère sauvage d'une voiture de piste avec une boîte qui se laisse pas facilement dompter, avec voilà, un moteur qui peut mettre des à-coups, ou alors est-ce qu'on est plus proche du comportement plus policé d'une R8 de route classique? Tu as tout à fait dit. C'est effectivement, si tu es bas dans les tours, que tu reprends, si tu ne baisses pas ton rapport, tu vas avoir la voiture qui sautille. D'accord. Donc oui, tu as un comportement purement de piste, même si le moteur il est commun à la R8 de série, hein. On a 20 chevaux de plus qui sont gagnés tout simplement par une amélioration du flux d'air et du refroidissement. Tu as naturellement la boîte pour le coup qui est vraiment à caractère sportif, donc qui est renforcée, mais on a un comportement routier qui va être très dur. Il faut être sur le bon rapport, dans la bonne plage de couple. Tu sens que tu conduis pas ça comme une voiture de tous les jours. Ça me fait penser à quelque chose. Sur circuit, les vraies voitures de circuit ont quand même des contraintes qui sont différentes que des voitures, par rapport à des voitures de route. Est-ce que c'est une voiture qui va nécessiter d'avoir toute une équipe pour la gérer sur piste, ou alors est-ce que c'est comme une voiture un peu plus de série qui peut se prendre plus facilement? On est à cheval entre les deux. On a la possibilité de prendre cette auto, d'aller rouler avec, faire différentes sessions circuit, d'aller rouler le week-end avec, d'aller rouler la semaine avec, sans pour autant avoir l'équipe derrière qui va vérifier telle ou telle pièce. Néanmoins, il est demandé, dans tous les cas, à ce que le véhicule soit vérifié, non pas par un concessionnaire Audi, et donc il est demandé à ce que cette auto, elle remonte chez Apt, donc chez son partenaire Scherer, qui effectuera les vérifications et l'entretien préventif ou correctif nécessaire. D'accord. Et alors maintenant sur le plan, on va dire performance, à l'avant je présume qu'on va retrouver toutes ces écopes pour la partie aérodynamique. Sur l'avant, ce que l'on voit, c'est simplement l'évacuation d'air. Ici, tu as l'air qui rentre par la face avant et qui vient s'échapper. Tu as exactement la même chose pour l'évacuation de l'air qui est nécessaire au refroidissement du freinage. C'est-à-dire que l'air rentre par les écopes à l'avant, traverse le disque de frein et est évacué par ces écopes en carbone. On est, comme je disais tout à l'heure, sur un physique extérieur identique à une R8 LMS GT2. Voilà, donc on va effectivement aussi retrouver des vitres qui ne descendent pas, qui ne bougent pas. Non, tu peux le voir. Si tu veux, je t'invite à ouvrir. Allez, avec grand plaisir. Tu peux voir la vitre. On est sur une vitre qui est en plexo en quelque sorte. C'est la matière utilisée pour alléger la vitre et surtout utilisée en course pour gagner du poids. Et on a simplement cette petite ouverture ici qui va permettre de prendre le ticket au péage. Le ticket du péage, absolument, ou ta baguette de pain au drive. Déjà, chose que je vois ici et qui n'est pas présent sur une voiture de série, c'est cette trappe qui, je présume, est là en course pour évacuer le pilote. Voilà, une trappe d'extraction du pilote, absolument, en cas d'accident et si on n'a pas possibilité de sortir le pilote de sa cage de protection. Juste derrière, on va retrouver quand même un des éléments, je pense, les plus dingues de l'Apt XGT, c'est qu'on a cette entrée d'air, cette admission d'air. Qui est reprise de la R8 GT2 LMS, on n'a rien réinventé. Et donc c'est sur ce genre de modification qu'on va gagner les fameux 20 chevaux supplémentaires. Voilà, ça fait partie effectivement des modifications par rapport à la R8 classique
qu'on peut retrouver sur nos routes. D'accord. Ensuite, on arrive ici sur la partie arrière avec cet aileron qui est simplement immense. On est d'accord, on part de la R8 GT2 LMS. On a le physique, on a les pièces aérodynamiques qui sont identiques à la GT2 LMS. Comme tu peux voir, on a le réglage de l'aileron arrière qui permet de régler plus ou moins l'appui en fonction du type de circuit que tu vas avoir. Tous ces éléments vont contribuer à favoriser l'appui aérodynamique dans le pilotage de l'auto. Bon, on va quand même rapidement évoquer le moteur qui est certes commun au R8 que je t'ai présenté juste avant. Donc c'est le fameux V10 5 litres 2 atmosphérique qui ici fait 640 chevaux, exactement comme dans une Huracan STO finalement. Absolument. Est-ce qu'il va y avoir quand même, je présume que oui, mais une énorme différence avec la STO qui finalement est la cousine de la R8 et qui est elle-même une voiture très orientée piste? Alors la différence, encore une fois, tu ne l'auras pas sur le comportement de l'auto moteur proprement parlé, tu l'auras sur la partie châssis et tenue de route. Tu as la Lamborghini d'un côté qui est une voiture civile pour tout le monde. Là, tu as une voiture de course pour un pilote. D'accord, je vois. Est-ce que c'est une voiture qui est quand même apprivoisable par, pas monsieur tout le monde, mais quelqu'un qui ne sera pas pilote de métier, qui aura certaines bases, mais pas... Oui, tout le monde peut la conduire. Maintenant, c'est pas pratique. Le frein est dur, le volant est dur, ça braque pas, il n'y a pas de visibilité. Mais pourquoi? Parce que c'est une voiture de course. Une voiture de course, il y a besoin de voir devant et d'aller vite. Et alors, je pense que peut-être l'endroit qui est le plus évocateur de cette ambiance racing, c'est quand même l'intérieur où finalement le propriétaire il passera le plus de temps. Concrètement, on ne voit que des pièces en carbone. On voit un arceaucage complet, donc qui est différent d'un demi-arceau qu'on va par exemple retrouver sur une GT3 RS Pack Vessar. Tu as tout dit. La GT3 RS, effectivement, c'est une voiture de route qui est faite pour la piste. Là, on est sur une voiture de piste qui est faite pour la route. C'est deux philosophies totalement différentes. C'est avant tout une voiture de piste où un beau jour, quelqu'un s'est dit « je vais l'homologuer pour la route ». Tu reprends l'intérieur de la GT2 LMS avec deux baquets, des ceintures 4 points, un volant qui est typique racing, hein, on est sur le demi-volant comme en Formule 1. On me disait tout à l'heure que les palettes n'étaient pas longues, mais oui, en fait, au final, pourquoi? Parce que tu as un demi-tour de volant, donc tu ne bouges pas tes mains, tu pilotes tes palettes avec toujours le même positionnement de tes mains. Tu ne règles pas le siège, mais tu règles le pédalier. Tu as la clim. Et tu as, cerise sur le gâteau, la caméra de recul. C'est amusant parce que, alors déjà je viens de voir le frein parking qui est pour le coup en fait le même que toutes les Volkswagen, Audi, etc. Et tu as vu les Komodo et le pilotage de la clim qui est identique à une TT ou à une R8 même. Hein. Le travail du carbone est impressionnant, on alterne les carbones qui sont vernis, les carbones mat, la porte est intégralement en carbone et tout a été vidé dans la voiture. C'est vrai que c'est une ambiance qui est très particulière et d'ailleurs je vois une plaque au centre avec le numéro de la voiture. Cette voiture est limitée à 99 exemplaires, pardon. Et là, je vois 0,3. Est-ce que tu as une explication? Oui, parce qu'en fait, avant de développer ce projet fou, Abt a développé 3 prototypes, dont celle-ci est le premier prototype, qui est très proche de la série. Et alors bon, forcément, je présume qu'une telle auto a un tarif. Déjà, une R8 de série, c'est quand même une supercar qui vaut un certain prix. Là, pour une telle voiture, déjà, est-ce que tu connais les prix d'une R8 LMS de course? Sur la dernière génération, la précédente génération en GT3, de mémoire, on était dans les 350 à 400 000 euros hors taxe. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Ok. Sur une Abt XGT, pour quelqu'un qui voudrait s'offrir un des 99 exemplaires, concrètement, combien ça coûte d'avoir une voiture de course sur la route? Alors, il y a d'autres sujets. On va déjà parler de prix et après on va parler de disponibilité. Suivant les configurations, tant sur la couleur que sur l'arceau, que sur les jantes. Donc on va être entre 510 550 000 euros hors taxe. Deuxième sujet, c'est la disponibilité. Aujourd'hui, à l'instant où on se parle, elles sont toutes vendues. Néanmoins, ce que j'ai expliqué à bon nombre de personnes, c'est que j'en ai une qui est pré-réservée en France. À aujourd'hui, je n'ai pas encore le client. Mais si le client se manifeste rapidement, parce qu'il y a du monde sur la liste d'attente, eh bien, je pourrais le satisfaire. En revanche, si je n'ai personne, elle partira chez un autre importateur ou à l'usine directement, là où il y a du monde, il y a de la liste d'attente. Et donc, mais il faut quand même garder en tête aujourd'hui qu'elles ont été toutes pré-réservées. D'accord, ok. Alors, rapide passage du coup sur l'intérieur, c'est ça où tu vas un petit peu nous montrer ce Alors, qu'il y a. tu as l'écran display qui effectivement est propre à Abt. Ouais. On retrouve les Komodo type R8, les palettes type R8, sur un volant qui est racing, hein, avec le klaxon, l'entrée au stand, le traction control, le SP, l'ABS que tu peux plus ou moins régler suivant différentes valeurs. Donc si tu veux
toutes les aides ou sans aucune aide, ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, le démarrage du véhicule, les différentes pages du display que tu vas passer, et là tu as la lumière à l'intérieur. Et ensuite, donc on l'a dit tout à l'heure, la climatisation, et là différentes fonctions que tu vas te servir, mode je dirais plus pilotage, où tu as le démarrage, donc le frein à main, comme on avait dit tout à l'heure, et après tu as des systèmes comme la marche arrière, le lift system, donc différentes fonctions annexes qui viennent se greffer. Bon, on se retrouve maintenant sur la partie arrière pour parler du côté mécanique. Alors comme on l'a dit, on a enlevé le capot dans son intégralité, qui est d'ailleurs une pièce tout en carbone, qui est magnifique. Et maintenant on peut voir ce V10, alors qui en dessous rappelle la R8 de série. En revanche, il y a quand même quelque chose de bien particulier au-dessus, donc on va peut-être pouvoir parler un petit peu de tout cet aspect technique. Alors rappelle-toi, quand on avait le capot, on avait cette grande écope d'entrée d'air. Donc tout simplement, l'air est forcé avec la vitesse du véhicule et tombe au niveau de ce filtre dans la boîte à air. La boîte à air ensuite va renvoyer directement l'air qui est entre guillemets forcé au niveau de l'admission pour forcer l'admission et qui va permettre justement de venir gaver en air le moteur pour après le gaver en essence et pour favoriser l'explosion et assurer un rendement digne de ce nom. Une question que je me pose en voyant toute cette partie technique, c'est sur le plan de la fiabilité. Une Audi de route, c'est relativement fiable. En revanche, une voiture de course, beaucoup moins, ce n'est pas conçu pour. Est-ce que quand même on arrive à avoir une bonne fiabilité sur cette voiture? Quand on parle fiabilité, on parle de quoi? On parle du moteur en l'occurrence, parce que comme tu as vu, il y a très peu d'électronique. Qu'est-ce qui est le plus fiable? Qui doit être le plus fiable? C'est le moteur. Aujourd'hui, on a bien compris que le moteur, c'est, tu l'as dit, moteur partagé avec le Huracan. C'est un moteur qui a fait ses preuves à ce niveau de puissance-là. Niveau fiabilité, tu vas pouvoir l'utiliser comme une R8 classique. D'accord. Simplement, dans son utilisation plus piste, tu vas avoir besoin de faire plus de préventif en termes de maintenance pour éviter d'avoir des problèmes de panne ou de défaut. D'accord. Et alors, autre chose, les Audi et les R8 sont toujours connus pour être en quattro, le fameux. Celle-ci, c'est une pure propulsion. Absolument. Ce qui lui permet aussi d'économiser pas mal de poids, puisque si je ne dis pas de bêtises, une R8 de série, c'est entre 1500 et 1600 kg, quand celle-ci pèse à peine 1400 kg. Absolument. On a quand même 1400 kg pour 640 chevaux, c'est assez stratosphérique. Et alors en parlant du coup de performance pure, est-ce que Abt a déjà communiqué sur un potentiel tour sur le Nürburgring ou pas pour l'instant? Non, absolument pas. Et je dirais c'est pas le travail à la rigueur de Abt, puisque les 99 exemplaires seront vendus sans spécialement cette information-là. En revanche, Audi ne l'a pas fait, mais aurait pu le faire pour dire voilà, notre GT2 LMS tourne en temps sur le Nürburgring. Mais pourquoi? Parce que ça reste une voiture de piste. Et c'est vrai que la référence du Nürburgring, c'est avant tout une voiture de route que l'on met sur la piste. C'est vrai. Je pense qu'on a pu faire le tour de cette Abt. Bon, déjà merci en tout cas d'avoir ramené cette voiture. Merci pour ton temps, pour m'avoir aidé à la présenter entre guillemets. Est-ce que pour terminer cette vidéo, on pourrait écouter ce V10? Oui, on peut faire ce petit cadeau, bien sûr. Allez, j'espère que cette vidéo t'aura plu, ce petit chemin au travers des époques de la R8 V10. Et maintenant, on va terminer sur le plus beau, le démarrage de ce V10, une sonorité comme on n'en verra plus à l'avenir malheureusement. Je te laisse en profiter, je pense que ça va te plaire. En 15 ans d'existence, le V10 5 litres 2 n'a cessé de nous faire rêver. Alors merci Audi pour ce moteur et merci Abt pour ce dernier hommage appelé XGT, dont j'espère te reparler un jour dans une vidéo qui s'appellera Essai.